Salut, c'est Road Trip, l'émission de bande dessinée qui... comment dire, qui détruit les murs entre vous et la bande dessinée. Aujourd'hui dans Road Trip, on va aller à la rencontre d'Atacus. Atacus, c'est des fabricants de statuettes de collection de bande dessinée. Enfin, dans tout l'univers de la bande dessinée, on va savoir comment on fabrique une statuette. Mais tout de suite, c'est les sorties BD. Cette semaine, dans les sorties BD, on commence avec la saison d'ébène, les aventures de trois éboueurs, un vieux, un bête et un Algérien. Trois histoires, trois contes philosophiques plutôt. C'est très poétique, c'est surprenant, une bande dessinée très surprenante, les saisons d'ébène. J'ai découvert un très bon manga, Deadman Wonderland. Alors vous allez me dire que c'est peut-être un peu vieux, je ne sais pas. En tout cas, très belle histoire, l'histoire d'un jeune garçon qui est dans sa classe, tranquille. Et un jour, il y a un homme rouge qui apparaît avec des chaînes, avec un masque, un casque, et il bute tout le monde dans sa classe. Ça pisse le sang et tout ça. Et lui, c'est le seul survivant. Et vu que c'est le seul survivant, la police se dit, c'est lui qui les a tués. Alors, il va en tôle, il va en prison. Et c'est une prison un peu spéciale, puisque c'est une prison qui est mixée avec un parc d'attractions. Et les taulards, en fait, participent aux attractions. Mais les attractions sont mortelles. Voilà. Et notre héros se retrouve là-dedans. Il n'a pas commis de meurtre. Il faut qu'il s'en sorte. Et le bonhomme tout rouge, lorsqu'il l'a attaqué, il lui a mis une pierre à l'intérieur de son cœur. Et ça lui donne des super pouvoirs. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a dans le volume 1, et c'est franchement intriguant et pas mal ficelé. Le tome 3 des aventures de Billy Brouillard par Guillaume Bianco vient de sortir. Alors là, j'en parle déjà parce que c'est Guillaume Bianco et que Billy Brouillard, c'est vachement bien, mais en plus parce que c'est un Billy Brouillard, le garçon qui ne croyait plus au Père Noël. Voilà, et cette saison, j'ai envie de dire, on retrouve Billy Brouillard. Alors il y a eu entre un album numéro 2, on va dire, mais c'était surtout des comptines. Là, on reprend la suite, vraiment la suite de l'album numéro 1 de Billy Brouillard, c'est-à-dire Billy Brouillard qui recherche son chat qui est décédé, Tarzan. Voilà, c'est une très belle aventure encore dans l'imaginaire, l'onirique, etc., etc., etc. Pour tous les gens qui aiment rêver, qui ont peur de la mort et qui aiment les chats, faut lire Billy Brouillard. Mon coup de cœur de la semaine, c'est le monstre. Alors non, c'est pas une histoire d'un monstre sanguinaire qui détruit des barbares, pas du tout. C'est imaginez que vous avez un accident et que vous êtes brûlé. Votre visage est complètement brûlé et vous êtes un monstre aux yeux de la société actuelle. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Le héros de cet album a décidé de plus sortir de chez lui et de couper les ponts avec tous ses amis, toute sa famille, et de vivre en autarcie totale. Et plutôt de survivre en autarcie totale. Voilà. C'est vraiment une bonne idée et une belle bande dessinée qui quand on la lit, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un petit pincement au cœur. Voilà. Ça m'a touché. Voilà. C'est pour ça que c'est mon coup de cœur. Donc aujourd'hui, on va savoir comment on fabrique une figurine de collection, une statuette de collection. La bande dessinée, c'est aussi la bande dessinée de collection. Il y a des bandes dessinées qui se vendent très très cher, par exemple des albums de Tintin, collector, qui se vendent très très cher, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des statuettes de collection. Comment ça se fabrique, comment on obtient des licences, etc. On va le savoir aujourd'hui en allant rencontrer les gens d'Atacus. Et il faut savoir que cette émission avait été prévue un peu plus tôt et que... Alors c'est rare, hein. D'habitude j'oublie jamais un rendez-vous, je marque toujours tout et tout ça machin. Et là ce coup-là, j'ai un petit peu posé un lapin aux gens d'Atacus et je leur ai dit que je m'excusais et que pour m'excuser je leur apporterais du chocolat, chose faite aujourd'hui, donc je vais offrir du chocolat. On va aller à leur rencontre. Non me suis pas, putain. Écoute, je m'appelle Étienne Ayot, je suis sculpteur. J'ai un certain âge aujourd'hui et je suis un cofondateur de Bombix et d'Atacus avec mes partenaires Agnès Charvier et Olivier Stenfater. On est les trois boss d'Atacus et on est issus du model making. On a plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans le model making. Ça veut dire qu'on faisait surtout du proto 3D pour le jouet, les artistes contemporains, les parcs d'attractions.
Et il y a de ça une quinzaine d'années aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait monter Atacus parce que la recherche et le développement dans les prototypes dont on ne s'occupait pas de la duplication nous permettait à peine de vivre. Et à partir du moment où on a monté notre propre marque à nous, c'est vrai qu'on était plus maître et de notre image et de notre devenir. Revenons un peu sur l'histoire. Vous avez commencé à travailler pour des gens comme Disney, par exemple. C'était des fabrications un peu événementielles pour le parc. D'un côté, on travaillait pour des licences OEM, ça veut dire qu'on était, on était référencés dans les bureaux Warner, Disney, pour l'homologation et l'approbation prototype de fabrication pour le jouet, le flaconnage, l'audiovisuel pour des fabricants de jouets comme Lancet ou des boîtes de parfumerie. Et en partant des licences, on développait des produits à applications diverses pour de l'injection plastique, pour du verre, pour toutes sortes de produits. Et d'un autre côté, on a travaillé aussi pas mal pour l'événementiel, pour le parc, pour lequel on a réalisé plus de 600 prototypes originaux, mais là des pièces uniques qui servaient pour ce qu'ils appellent visual merchandise. Et en fait, c'est la déco des magasins, l'événementiel sur le parc. On ne faisait que des pièces uniques, donc c'est vrai que ouais, c'est ce que je dis, tout ce qui est recherche et développement, qui nécessite énormément de temps de création et de fabrication, ouais, c'est comme un garage de proto. Je pense qu'on comprend mieux quand on parle de bagnole, par exemple. Je pense que Renault, ils gagnent pas leur vie avec la Formule 1. Oui. Ils vendent des Kangoo. Oui. Non mais c'est con, mais c'est un peu ça le principe. D'accord. Et c'est vrai que pour la vitrine et pour le savoir-faire, pour l'expérience, on ne regrette rien par rapport à cette période, parce que c'est aussi tout ce qui nous a permis d'emmagasiner énormément de connaissances techniques, de savoir-faire, de projets toujours très différents. Mais aujourd'hui, le fait de nous occuper nous-mêmes de notre édition, de notre distribution, nous permet d'avoir un développement très vertical. C'est vraiment le A à Z, quoi. Donc on essaie de garder une forte identité et ça nous permet d'avoir un développement qu'on maîtrise totalement. Quelle est la première statuette que vous faites? Il vous faut une licence. Alors en fait, comme on travaillait, la vraie histoire, c'est qu'à l'époque, on bossait pas mal pour Lancet, qui sont fabricants de jouets. Et on a collaboré avec eux sur de nombreux jouets Warner, Disney et Marvel. Et à un moment, on était en pleine approbation d'une gamme de jouets audio pour Marvel, via des approbations par TF1, parce que les agents de licence, c'est assez compliqué. Ça se passe par des relais d'agents qui possèdent les droits pour d'autres boîtes. À l'époque, il y avait un Spider-Man sur TF1, c'était peut-être ça? Voilà, c'était Spider-Man sur TF1. C'était l'époque où TF1 diffusait le dessin animé de Spider-Man. Ouais. Et à cette époque-là, justement, TF1 nous contacte en nous disant il y a la représentante des droits dérivés, des produits dérivés européens qui est sur la France. Est-ce que vous voulez la rencontrer? On l'a rencontrée, on a posé une candidature en disant nous, on aimerait bien prendre la licence pour les produits dérivés pour développer une gamme de produits Marvel. Elle a dit je fais un voyage européen d'une quinzaine de jours. Si on peut se revoir dans 15 jours, proposez-moi quelque chose. À ce moment-là, on a choisi une graphic novel de Charles Vess qui s'appelle Spirit of the Earth, qui est une des rares aventures de Spider-Man en Europe, en l'occurrence en Écosse. Et on a réalisé le Spider-Man sur sa tour, qu'on a présenté à son retour de voyage. Elle est partie avec aux US et c'est comme ça qu'on a contracté la licence Marvel. Et à l'époque, on a commencé avec des produits Marvel et également des licences sur fluide glacial, où on a travaillé avec Gottlieb, Edica, Solé, Coyote. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a commencé dans le produit dérivé. Pour toi, en refaisant l'histoire, quels sont les moments marquants de la société et quelles sont les licences marquantes ou en tout cas qui ont fait évoluer la société ou les licences que tu étais content d'avoir? C'est toujours pareil, je pense que nous, je suis très dualiste, hein, Ouais. mais je dirais qu'il y a deux axes. Forcément, il y a les licences majeures, des majors, comme Marvel et Star Wars, et c'est vrai que c'est très gratifiant pour nous. Jamais j'aurais imaginé, étant gamin, que je me retrouverais Park Avenue dans les bureaux de Marvel ou qu'on pourrait approcher George Lucas et le convaincre de nos aptitudes à travailler sur la licence Star Wars.
mais ça reste quand même relativement impersonnel parce que c'est des grosses sociétés. C'est très valorisant pour notre marque, mais c'est des grosses boîtes. Et je pense qu'on les a convaincus par notre savoir-faire, nos capacités qualitatives, la reconnaissance graphique, la fiabilité de notre entreprise. À côté de ça, pour tout ce qui est des licences où les auteurs sont propriétaires eux-mêmes de leurs droits, je ne pourrais pas passer sous silence toutes les aventures humaines qui ont été de rencontrer des gens comme Loisel, Vatine, Moebius pour d'autres relations de travail, mais cette reconnaissance des pairs et des grands maîtres du graphisme franco-européen reste pour nous des aventures importantes, des fortes personnalités. C'est toujours des aventures humaines vachement intéressantes. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment deux axes de travail, peut-être des trucs plus professionnels avec des histoires de Star Wars Marvel où c'est plus des marques et des boîtes de renom. Et puis après des aventures humaines avec deux grands artistes comme la BD peut en produire, quoi. Vous avez des pièces maîtresses. Il y a la fabuleuse représentation du village d'Astérix pour les 50 ans. Là aussi, on m'a dit qu'au début, c'était pas gagné de travailler pour Uderzo ou pour les éditions Albert René. Et c'est d'avoir fabriqué une pièce complètement folle qui vous a permis d'avoir la licence Astérix. C'est lors d'approbation d'action figure aux éditions Albert René qu'on a rencontré les équipes de direction artistique qui donnent les approbations pour les volumes et qu'on leur a dit putain, on aimerait tellement bosser avec vous. Et là le feedback qu'on a c'est c'était quoi, octobre 2009 je crois, il y a les 50 ans d'Astérix. Qu'est-ce que vous pensez? Et à ce moment-là, je pense que c'est notre côté fondu et passionné qui fait que nous étions les seuls à pouvoir, et je le dis avec une grande fierté, relever ce genre de défi un peu psycho, de dire, voilà, d'un seul cri d'un seul, tous les trois, on a dit, putain, il faut se faire la baston du village d'Astérix. Parce que c'était ce qui nous paraissait le plus représentatif de nos souvenirs de ces lectures du temps de pilote ou des albums qu'on a lus quand on était gamin, où voilà, c'était ce qui représentait Astérix. Oui. Si un sculpteur unique avait travaillé sur le développement de la pièce d'Astérix, c'est plus d'1 an de travail. En fait, on a réussi à comprimer le temps parce qu'on a été plusieurs à bosser dessus. J'ai créé la première esquisse en pâte à modeler de la composition de la pièce. Après, on a travaillé une cire, et là, on était plusieurs à réaliser des parties, puisqu'en fait, c'est articulé comme des mini-scènes imbriquées les unes dans les autres. Et puis après, quand on est passé à la résine et que là, on a commencé à nettoyer toutes les pièces, je sais pas, il y a plus de... Je dirais, il y a plus de 150 morceaux pour cette bagarre d'environ 50 personnages. Donc après, il y a beaucoup de gens qui bossent dessus, plus toutes les recherches couleurs et tout ça, donc c'est vraiment un boulot d'équipe. Mais en temps de développement, ça représente 1 an de travail. La dernière fois, en fait, on avait pris rendez-vous et ça fait 3 ans que je fais cette émission et en 3 ans, j'avais jamais raté un rendez-vous et vous êtes les premiers à qui j'ai posé un lapin. Et je suis désolé. Mal de vous dans votre dos ici, c'est grave. Et donc j'avais promis d'amener des chocolats pour me faire excuser. C'est bon, parce qu'il va tout bouffer. Vous voyez, ils vont même pas les voir, mais si. Non. Alors, est-ce que avant qu'on parte, est-ce qu'on pourrait voir comment ça fonctionne de faire une figurine de A à Z en fait. Le mieux, ça serait d'aller dans l'atelier. Voilà, on aura toujours le même principe de développement, c'est-à-dire que au départ, une fois qu'on a choisi le sujet qu'on va développer, en l'occurrence un Kashyyyk Trooper, il faut sélectionner une pose. Voilà, donc voilà la pose qui a été sélectionnée. Cette photo-là, en fait, c'est la statuette qu'on voit là. C'est la photo de la pose de départ. Donc on soumet ça à l'ayant droit, alors là, en l'occurrence Star Wars. Et une fois qu'on a l'idée géniale du choix du perso et de sa pose, une fois qu'on est d'accord avec l'auteur ou l'ayant droit, on valide cette étape. Alors après, il y a plusieurs processus de travail. Les premiers jets de travail, on va travailler, alors là en l'occurrence c'est en cire, mais ça peut être en pâte à modeler. Quand c'est des grosses tailles, ça peut même être en terre. D'accord. Ce que nous on appelle Ça c'est de la cire. Ouais. C'est ce que nous on appelle un matériau périssable en fait, qui nous permet de faire du modelage
et d'ajouter et de retirer de la matière autant qu'on veut. D'accord. Donc toutes ces étapes-là, on a des rendez-vous avec ou l'auteur ou les ayants droit pour valider la pose. Hein, voilà, remonte, grossit le nez, baisse le bras. Enlève le nez. Voilà, enlève le nez. Toutes les modifications qu'on va pouvoir faire dans un matériau modelable. D'accord, c'est ce qu'on appelle, c'est la statuette numéro 1, quoi. C'est Voilà. la base. Le grand-père, ou je sais pas comment on peut l'appeler. D'accord. Voilà. Et donc après, quand c'est validé, on fait un moule. un moule. Comment Voilà. tu fais le moule? On fait un élastomère. Ouais. C'est un moule en silicone. C'est le même principe que les résines. En fait, c'est un matériau auquel on ajoute un catalyseur pour que ça polymérise, les molécules, elles se stabilisent. Et puis celui-là reste souple. Une fois qu'on a fait ce moule, on fait un tirage. On sort la pièce numéro 1. Du moins, pour toi, là, du moins, en partant de ce qu'on vient de dire, la pièce numéro 2. D'accord. Et en partant de cette pièce-là, c'est là qu'on va travailler toute la pièce en pièces détachées. D'accord. Donc sur cette résine, on va effectuer tous les travaux de gravure, de nettoyage, de ponçage, tous les ajouts et les retraits de matière, toujours avec le même souci de procédure, c'est-à-dire qu'à différentes étapes, on rencontre les ayants droit. Star Wars, on envoie des photos, à des moments on envoie les protos, ils nous valident, ils nous font des feuilles de retouche, ils disent voilà, le casque est trop gros, baissez la ligne du front, attention, la coque elle monte plus haut, c'est plus triangulaire sur les pectoraux, je sais pas, vérifier les dogs du flingue. Là, on travaille dans le dur, ça veut dire qu'avec tous les matériaux, résine, en général, matériaux mastic et enduit de carrosserie. Enduit de carrosserie? Ouais, les trucs de bagnole à l'origine, quoi. Tous les mastiques, bon bah voilà, on remodèle, on affine, on peaufine toutes les pièces et toutes les clés qui vont nous permettre de concevoir le proto pour qu'il soit éditable. Donc là, tu as la statuette numéro 2, donc il y a eu le grand-père, on va dire, qui a servi de moule. Là, après, maintenant, tu peux fabriquer les pièces autant que tu veux. Alors, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Et non. Donc quand on en arrive là, voilà, on finit notre proto et notre proto final, c'est ça. C'est celui qui est en pièces détachées et qui nous permet, ce qui nous servira lui à la production. D'accord. Donc lui aussi, on le fait valider par Star Wars. Validation pour que quasi finale. Voilà, en fait. finale. Tous les détails, toutes les formes sont OK. La position et la sculpture, elle est OK. Et nous, il est démontable en pièces détachées. Il est compatible avec les techniques de prod, il est démontable pour qu'on puisse le mouler. D'accord. Une fois qu'on l'a moulé, on en tire un et on fait nos premiers tests couleurs. Qu'il faut aussi faire valider. C'est-à-dire que voilà, toutes les couleurs, les positionnements, les traitements graphiques. Alors là, bon, en l'occurrence, c'est du Scratch, c'est du Destroy parce que c'est Kodi, c'est la version de Lord 66. Mais voilà, donc une fois qu'on a fait notre couleur, ben, on passe à l'étape de prod. Et là, c'est pareil, ben, il commence à la duplication et ça marche comme un BAT d'imprimerie. Il nous renvoie un exemplaire couleur qu'on valide, qu'on fait valider. On dit voilà, respectez les couleurs, respectez la forme. Et voilà, c'est comme ça. D'accord. Et après, mise en carton. Voilà, après on reçoit la prod. Après, on a tous nos registres où on numérote nos pièces. On a nos certificats d'authenticité. On a nos registres pour Souvent, être sûr de c'est du 500 pièces. Ça va entre, pour les séries les plus petites, entre 50, 60. Par exemple, le troll échelin, je sais que c'est... Il y a une version marbre qui est tirée à 9 exemplaires, je crois. Et puis, il y a une version couleur qui est tirée à 60 ou 70 exemplaires. Et ça va pour les Star Wars jusqu'à 1500 pièces. Ou pour les petits qu'on fait, là, les petits au 10e, c'est des séries de 2000 pièces ou un truc comme ça.